Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le dernier numéro de la saison 1 de votre magazine Afrique Mag. Un numéro que nous débuterons comme d'habitude par notre série de reportages avant de recevoir notre invité, ou plutôt nos invités, puisque nous aurons le plaisir d'accueillir deux charmantes personnes qui viendront nous parler de leur jeune et dynamique entreprise engagée dans le commerce intra-africain. Mais avant cela donc, commençons par ce sujet consacré à la langue la plus parlée en Afrique, le Swahili, pour lequel l'ambassade de la Tanzanie en Algérie a célébré la journée internationale instituée par l'UNESCO. Une journée dont le but est de promouvoir cette langue qui est aussi parlée dans certains pays du Moyen-Orient. À l'occasion, l'ambassade tanzanienne a annoncé des cours d'apprentissage du Swahili gratuitement. Couverture, Majda Jahmoun. Parlé par plus de 200 millions de locuteurs répartis sur une dizaine de pays d'Afrique comme le Mozambique, le Malawi ou encore le Kenya, le Swahili est la langue la plus parlée du continent. Le 23 novembre 2021, l'UNESCO a proclamé le 7 juillet de chaque année Journée internationale de la langue Swahili. C'est la deuxième fois que le peuple tanzanien célèbre cette journée mondiale et à cette occasion, nous ouvrons nos portes aux Algériens qui accordent beaucoup d'importance à l'apprentissage des langues. Désormais, ils peuvent apprendre la langue Swahili gratuitement au niveau de notre ambassade. Le président de la République algérienne insiste sur la coopération interafricaine. Nous espérons que les Algériens viendront nombreux. Swahili, c'est une langue africaine qui est parlée beaucoup plus dans les pays de l'Est d'Afrique, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Aussi parlée dans certains pays d'Asie, par exemple Yémen, Oman, aussi les îles de Comores. Nous, comme l'ambassade avec l'État algérien, on a commencé d'avoir les protocoles d'accord pour promouvoir la langue Swahili. Plusieurs étudiants tanzaniens ainsi qu'algériens ont pris part à cet événement et ont mis en exergue la beauté des traditions et des danses tanzaniennes telles que la danse du Mdwara ou encore celle du Messaï. Je suis très heureuse de célébrer cette journée internationale. C'est un privilège pour moi de représenter mon pays à travers nos danses traditionnelles et nos coutumes. Ce qui nous a fait le plus chaud au cœur, c'est de voir les Algériens célébrer et partager ces moments de joie avec nous. Cette journée est très importante pour notre peuple. Elle nous est très chère. Nous avons attendu longtemps pour que ce rêve devienne enfin réalité. Je suis fier de ma langue et de la richesse de notre culture. Adopté comme langue officielle en Tanzanie, le Swahili se veut un outil de communication qui unit l'Afrique et qui facilite les échanges à travers le continent et le monde. Cap sur le Cameroun et plus précisément la région de Mangassina où des travaux de désenclavement sont entrepris, une véritable bouffée d'oxygène pour les habitants qui vivent de la culture du cacao et du plantain et qui espèrent ainsi fluidifier davantage leurs déplacements et leur commerce. Les campagnes de Mangassina dans l'Ombamikim, ça grouille d'engins lourds, de bulldozers, de gros porteurs, y compris d'ouvriers. Ces pistes étaient déjà totalement obstruées. Elles sont devenues de larges et splendides boulevards. La cité du cacao, des ignames et du plantain respire. Une bouffée d'oxygène accordée par le ministère de la décentralisation et du développement local. Nous avons 67 km de route à construire pour un coût total de 90 millions. Aujourd'hui, je peux être satisfait parce que quand vous voyez cette route, ça fait plus de 30 ans, comme les populations le disent. Elle n'a jamais été construite. Aujourd'hui, j'en suis fier. Et vous voyez, la commission des grands travaux est descendue sur le terrain pour venir toucher l'effectivité des travaux. Les chantiers fonctionnent plein régime, avec un appareillage approprié et des techniciens engagés auxquels sont venus se joindre des ressources humaines locales. Axe Yebekolo-Nyamanga ou encore axe Talba-Vundu, près de 80 km de routes reprofilées dans les normes techniques agréées.
Je peux vous rassurer que je suis à plus de 80% parce qu'à l'école, j'ai fini. À Touaro, j'ai fini. Aujourd'hui, je suis au Kavou Talba et en Bonimpi. Cette route est longue de 17 km. La contrée est dans un processus de relooking total. Un réel soulagement pour les seigneurs de la terre qui ont goûté au calvaire des années durant dans ce foyer de la production agricole à haut débit. Monsieur le maire a décidé cette fois-ci d'arranger cette route jusqu'à la sortie, ça peut arriver à Mvundu. Et je suis très fier parce que nous-mêmes on travaille à Yambouni. Quand on sort de Yambouni et que la route est impraticable, on a la peine pour marcher, on est déjà à l'aise. Les motos ne vont plus nous dire que 1000 francs. Maintenant c'est 500 ou 300, tu arrives Yambouni Talba. Santé Sali. Ça me réjouit d'abord moi en tant que chauffeur dès aujourd'hui que même s'il pleut, il veut pouvoir ancrer dans cette carrière et ressortir sans souci. Je viens vraiment remercier le gouvernement parce que je dois remercier notre excellence M. Paul Biya parce qu'il a voulu installer la décentralisation et nous voyons les fruits de ça. Moi j'ai marché ici à pied, aller-retour pour Talba. La route était médiocre, c'était même la piste. Aujourd'hui, je suis tellement fier d'une manière que je ne peux pas comprendre même ce qui peut m'arriver. Je venais de marcher là, voilà ma vieille moto, moi j'ai marché sur les sympagines, mais c'était. J'entends, j'abandonne même le sac marathon, je n'avais pas de moto. Aujourd'hui, je suis dans le clair. La bretelle de Yébekolo constitue un axe stratégique dès lors qu'elle débouche directement sur la nationale numéro 4 Yaoundé-Bafoussam et offre ainsi 1000 opportunités aux producteurs en termes de transactions et de placement de leurs récoltes. Depuis une trentaine d'années, cette route n'a jamais été aménagée et nous sommes vraiment très satisfaits, nous les populations de cette contrée. Et nous vivons dans l'agriculture et nous savons que si cette route est aménagée, vraiment nous allons écouler tous nos produits parce que ces produits quittent d'ici pour aller arriver à Yaoundé. Les problèmes d'évacuation des produits de la terre sont donc quasiment résolus pour cette saison tout au moins. Une aubaine pour la localité qui compte bien en profiter pour conforter sa position de leader de la production cacaoyère dans la région du centre. Au Sénégal, les travaux de réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda vont bon train. Convaincus de l'utilité du rail et de son avenir, les autorités sénégalaises ont lancé les travaux en février dernier, après une longue période d'arrêt, dans l'espoir de relancer économiquement la région et de contribuer à son essor. Les équipes des chemins de fer du Sénégal, à pied d'œuvre à quelques kilomètres avant l'entrée de Khombole. Le renouvellement de la voie ferrée est porté sur les rails. Le site était complètement dégradé. Le garnissage est en pleine exécution avant l'entrée en fonction des bourreuses et du train de substitution. Ça y est, la réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tamba est amorcée. On est aujourd'hui à Kairé, précisément entre Khombole et le village de Thiénaba. Actuellement, on est en train de faire des travaux de RVB. Les équipes travaux de CFS ont déposé hier la voie pour permettre une reprise complète de la structure d'assises ferroviaires. Donc là, ils sont en train de refaire la plateforme. Une fois qu'ils auront refait la plateforme, on va reposer les panneaux de voie. On a eu beaucoup d'agressions aussi, du vandalisme sur la voie, des cas de vol et autres où ils ont volé des étages. Le rail sur certains tronçons a été complètement coupé, etc. Pendant longtemps, le train n'a pas circulé. Sa reprise en main, selon certains, était même jetée au calendrier grec. Mais l'État du Sénégal, convaincu de l'utilité du rail et de son avenir, n'a pas lésiné sur les moyens. Ainsi, de Sébikotane à Tamba, c'est tout le tracé qui sera réhabilité. C'est un parmi les dizaines de chantiers élémentaires qu'on a tout le long du parcours entre Dakar et Tambacounda. Sur 418 km, c'est plus précisément entre Sébikotane et Tambacounda, sur 418 km. Donc il y a plusieurs équipes qui se sont déployées tout du long avec des dizaines de chantiers élémentaires. Ici c'est un chantier de RVB, en d'autres lieux c'est des chantiers de désherbage, de dégagement complet de la voie, sur d'autres lieux c'est des chantiers de désensablement. Un vrai chantier titanesque, du RVB lourd,
Mais les équipes des chemins de fer du Sénégal sont assurées d'être dans les délais de livraison des voies. On est sur 10 mois et demi. C'est ça le planning du projet, le calendrier du projet. Donc, en principe, on devrait avoir l'approbation pour le dossier de réouverture des lignes à partir du 15 décembre 2023. La réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda a été une vieille doléance qui est sur le point d'être satisfaite. Sa remise en service va traîner toute une économie avec ses externalités positives. Côte d'Ivoire à présent, avec le parc des expos Abidjan, veut voir grand et se placer en hub régional. Parmi les grands projets d'aménagement en cours, le parc des expositions se distingue par son ampleur et son ambition. Avec son centre de conférences, ses commerces et ses bureaux, il doit faire de la capitale économique un hub régional capable d'accueillir de grands événements internationaux. Port-Boué, commune située au sud-est du district d'Abidjan, Port-Boué fait la fierté de la capitale économique de Côte d'Ivoire avec la présence d'un grand projet moderne, culturel et emblématique pour toute l'Afrique de l'Ouest. C'est le parc des expositions d'Abidjan. Édifié à proximité de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, ce parc est un projet attendu depuis 37 ans, qui est désormais une réalité grâce à la vision du président de la République Alassane Ouattara, qui a décidé de doter de la Côte d'Ivoire d'infrastructures modernes. Ce projet d'envergure attendu du monde des affaires depuis plusieurs décennies viendra combler un vide dans notre écosystème. Une véritable merveille. Ce chef-d'œuvre fera désormais partie du grand projet de nouvelles villes aéroportuaires, aérocités, à vocation économique et va se distinguer. Le parc des expositions d'Abidjan doit faire de la capitale économique un hub régional capable d'accueillir de grands événements internationaux. Un véritable boom de chiffre d'affaires pour les populations de Port-Boué, de tout le district d'Abidjan, mais surtout de la Côte d'Ivoire. Le parc des expositions d'Abidjan à proximité de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny fait déjà rêver. Il prend en compte toutes les contraintes techniques et sécuritaires liées à l'aéroport et au terrain militaire. La construction de ce parc s'inscrit dans le cadre du projet Éco-Aérocité développé par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour répondre à ses besoins. Comment se présente ce parc ? 2020, les travaux de remblayage et de terrassement ont démarré. Malgré la pandémie actuelle de la Covid-19, l'opérateur PFO Afrique en charge de ce chantier a mis en place un plan de continuité d'activité intégrant les mesures sanitaires en vigueur, lui permettant d'avancer dans l'exécution de cet important chantier. Conçu par l'architecte Pierre Fakouri, les équipes du PFO et du Bureau national d'études techniques et de développement BNET travaillent de concert afin d'actualiser le planning d'exécution des travaux du projet du parc des expositions d'Abidjan. Sur 3700 hectares, seulement 16 hectares ont été utilisés pour la construction d'un hall d'exposition, hall 1, d'une grande salle polyvalente convention center, d'un bâtiment administratif et de l'aménagement extérieur avec un parking couvert. C'est la première phase. Pour cette première phase, 3 édifices sont sortis de terre. Le hall 1, construit sur une superficie de 7200 m² et 6200 m² d'exposition, ce hall dispose d'une hauteur de 15 mètres et peut contenir 6000 personnes. Bâti de manière rationnelle et tramé avec des dimensions et des hauteurs permettant de répondre aux exigences variées des exposants. Une zone logistique desservie par une voie périphérique permet les livraisons, le dépotage et le stockage nécessaires au montage des expositions. Après le hall d'exposition qu'a mis sur le Convention Center, c'est un design architectural futuriste, une première dans la sous-région. Le Convention Center, c'est 9000 m² sous 35 mètres de haut. La toiture largement débordante projette un carré de 137 mètres de côté. Le dôme central est abrité sous une vaste nappe tridimensionnelle qui s'étend jusqu'au hall satellite pour les relier entre eux et forme
un espace circulaire abrité. Il peut contenir jusqu'à 10 000 personnes. Destiné à un usage polyvalent, il possède des gradins rétractables permettant d'accueillir des conférences internationales, des salons, agriculture, automobile, jeunesse, tourisme, des expositions commerciales, des concerts, des fêtes, des banques, des manifestations politiques et des cérémonies de toutes sortes. Et enfin, un important parc de stationnement de 800 places est prévu à l'entrée du site. Ce parc des expositions d'Abidjan est devenu aujourd'hui une réalité. Destination le Gabon, au Kapal, durant le week-end, l'une des principales attractions est l'art culinaire. Nombreux sont les riverains qui s'y rendent afin de déguster les bouillons de poisson qui participent à sa renommée. Dimanche, un jour de repos pour ce groupe d'amis. Ils se sont réunis loin de leurs domiciles respectifs pour souper ensemble au centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville. Une variété de poissons cuisinés de différentes manières au grand bonheur des clients. J'ai voulu découvrir ces bouillons dont tout le monde parle dans la capitale. Ici on mange du frais et ça fait pas mal au ventre. Le Kapal n'est donc pas seulement réputé pour l'approvisionnement en produits de mer, mais aussi pour se divertir. Il y a beaucoup qui viennent après le sport, ils viennent manger tous les week-ends. On prend du plaisir. Rien que ça. Oh, au Kapal, tout le monde y trouve son compte. Manger un bouillon à 2000 francs quand même, ça veut dire qu'avec accompagnement, ça veut dire quand même qu'il est bon. Il y a toutes sortes de poissons en fait, il y a toutes les diversités de poissons. Maintenant c'est au choix du client. Les plats sont à la portée de toutes les bourses et les commerçantes sont très satisfaites, surtout le week-end. Beaucoup de clients viennent ici chaque week-end pour venir manger nos mets. Ça se passe très bien, très bien. On est là, on se débrouille pas mal. Il y a des clients. C'est vraiment un plat beaucoup apprécié par les clients. Comme vous voyez, on a le bouillon qui est là et on a aussi le poisson qu'on fait à l'étouffée. Aujourd'hui, on n'a pas fait le poisson frit au chocolat, mais on fait aussi le poisson frit au chocolat. Le centre d'appui à la pêche artisanale de Libreville vient s'ajouter aux lieux les plus fréquentés de la capitale, à côté des plages, de la baie des Rois, pour ne citer que cela. Comme l'été rime avec mariage, nous vous emmenons à Yopougon, en Côte d'Ivoire, dans le marché de Kouté, où les futurs mariés viennent acheter la robe de leur rêve. En raison de la cherté de la vie et des dépenses qu'implique le mariage, de plus en plus d'Ivoiriennes optent pour les robes de mariée de seconde main. Beaucoup moins chères que celles vendues en boutique. Dans ce marché ivoirien, des couturiers leur proposent même de retoucher leurs robes pour faire en sorte que le rêve devienne réalité. Mardi, deuxième jour de la semaine. Également jour de marché ici au quartier Kouté dans la commune la plus peuplée de Côte d'Ivoire, Yopougon. Ici, les friperies sont prisées. Savez-vous que plusieurs futurs mariés se donnent rendez-vous dans ce marché pour choisir leurs robes? Ces robes proviennent pour la plupart de la Chine, du Royaume-Uni et de l'Allemagne. Chantal accompagne sa cousine, future mariée, acheter sa robe dans ce magasin de friperie. Elle voulait aller dans les magasins et lui a dit non. Que moi-même, j'ai acheté une robe ici en son temps à 1000 francs, qui était ma robe de mariée. Quand j'ai porté, les gens ont apprécié. Quand ils m'ont dit, ah, où tu as eu ta robe? J'ai dit non, que ça a coûté. Quand j'ai dit le prix, tout le monde a commencé à rire. C'est économique. Après plusieurs essais, la future mariée qui préfère garder l'anonymat trouve enfin une robe à son goût. Tu veux se marier seulement après le mariage, il faut que tu arrives à payer ta maison, tes factures, conso. Raison que c'est arrivé, si vous m'achetez une robe. Selon Chantal, acheter une robe dans une friperie est beaucoup plus économique.
une chose que tu vas porter une seule fois et puis tu laisses, c'est du gâchis, ça encombre la maison. Nos enfants ne peuvent plus prendre, on va dire c'est démodé. Donc, pourquoi mettre plein d'argent dans un truc comme ça? Carlos Eke est le propriétaire de ce magasin de friperie. Ce jeune Nigérien exerce ce métier depuis maintenant 15 ans. En fonction de la qualité de la robe, oui, on fixe le prix. Il y a prêt-à-porter aussi. Prêt-à-porter, il y a 150 000, il y a 200 000, il y a 100 000. Il y a friperie, il y a 40 000, il y a 50 000, il y a 100 000, il y a 80 000. Selon Carlos, les balles coûtent entre 200 et 500 000 francs CFA. Georgette Nyamke, assistante de Carlos, est une passionnée de robes de mariée. J'aime les robes princesses. C'est ça qui m'a motivée. Puis quand je vois les femmes porter les habits de mariage, ça me plaît. C'est ça qui m'a motivée. Les modèles qu'on demande plus, ce sont les robes princesses. Il y a beaucoup qui viennent petit. Donc c'est friperie. Donc là, on travaille beaucoup sur les robes là. Paul, frère cadet de Carlos, aidé par son épouse, vend également des robes de mariée. Il déplore la cherté des balles. Avant là, ça me paie moins cher. C'est à cause de le Covid là. Avant là, les balles là, on peut prendre ça là 200 000. Bah, actuellement, là, à cause de Covid, à cause de les taxes, les conteneurs pour venir là, c'est trop cher. Actuellement, on prend les balles 500 000, les mariages là, 400 000. Ça fait 5 ans. Je viens avec mon mari pour aider, pour porter robe là. Robe là, c'est pour femmes. C'est à cause de ça, aider pour essayer robe là, pour me lasser, tout. Et quelqu'un porter là, c'est comme c'est moi qui a porté même. Ça m'a fait rire, je suis content. Au marché de Kouté, les couturiers chargés de faire des retouches ne sont jamais loin. Bernadette en fait partie. Elle a l'habitude de faire des retouches sur des robes de mariée. Elle a justement entre ses mains une commande. Elle accepte de nous conduire à son atelier situé au quartier Koweït, toujours dans la commune de Yopougon. Il faut dire que je suis déjà couturière de formation. Et dans ma formation, j'ai appris à monter les robes de mariage. Donc il faut dire qu'avec le temps qui passe, le temps qui devient dur, les gens ont beaucoup de difficultés à acheter des robes dans les magasins. Et pourtant, chaque femme a un rêve. Et par rapport au rêve des femmes, quand elle achète une robe, souvent ça ne correspond pas toujours à ce qu'elle veut. Donc c'est comme ça qu'on a proposé de retoucher les robes pour rendre un peu les rêves de certaines femmes un peu réalité. Bernadette est aidée dans sa tâche par sa fille, Sarah. C'est quelque chose que j'aimais depuis toute petite. Donc quand ma maman m'a proposé, je n'ai pas refusé. Mais je n'avais pas commencé avec ma maman d'abord. J'avais commencé avec un styliste. Le coût des retouches varie entre 10 000 et 100 000 francs CFA. Bernadette ne se limite pas qu'à la retouche. On propose aussi aux gens des bouquets selon les couleurs des mariages ou des bouquets exotiques composés avec des fleurs naturelles ou synthétiques, ça dépend. Et puis nous avons des voiles selon les besoins des clientes, les voiles, les gants des mariés. En tout cas, on essaie d'équiper la mariée. Le business de robes de mariée de seconde main a de beaux jours devant lui. Selon les chiffres qui figurent dans l'annuaire statistique de l'État de Côte d'Ivoire remis aux autorités le 27 juin 2022, le nombre de mariages célébrés est passé de 27 331 en 2020 à 35 006 en 2021. Même si toutes les futures mariées ne se ravitaillent pas dans les magasins de friperie, nombreuses sont celles qui optent pour ce choix moins coûteux avec des robes qui n'ont rien à envier au modèle des grands couturiers. Voilà, ainsi s'achève la première partie de notre magazine. Place à présent à l'invité du mag, mais avant cela, jingle. Et j'ai le plaisir, comme je le disais dans mon introduction, de recevoir deux charmantes personnes très convaincues parce qu'elles font Lahyani Mezhoura. Bonjour. Vous êtes directrice de l'entreprise que vous allez défendre aujourd'hui. Et aussi, nous avons avec nous Samuel Akizimana, coordinateur du développement, c'est ça, coordinateur du développement commercial de cette entreprise. Bonjour. Bonjour à vous et bienvenue. Merci. Merci.
Voilà, alors c'est quoi comme entreprise ou comme société? C'est une SARL qui œuvre dans le domaine de l'intermédiation, pour résumer tout. L'intermédiation entre qui et qui? Entre les pays africains. C'est pour l'ouverture des marchés interafricains. D'accord. Donc... Oui, juste pour rentrer plus en détail un peu avant de parler. En fait, c'est une société qui œuvre dans le domaine d'intermédiation, comme la directrice a pu le dire. Donc, c'est œuvrer en disant, par exemple, en prenant l'Algérie, des produits algériens qui veulent gagner certains marchés, ou bien certaines matières premières qu'ils ont besoin, donc faciliter un peu cet interchange entre les pays africains. Très bien, on va parler de cette entreprise, mais avant cela, on va parler de vous aussi. Moi, j'ai envie que le téléspectateur vous découvre un peu votre cursus. On va commencer par Samuel. Vous venez de quel pays? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en Algérie, Samuel? Je viens du Burundi. Qu'est-ce que je fais en Algérie? En fait, c'est un peu... Vous voulez parler sur moi et c'est un plaisir. Tout d'abord, j'aimerais rendre hommage à l'Algérie parce que si je suis ici, c'est grâce à l'Algérie. Parce que je suis venu en Algérie en obtenant... Dans le cadre des études, c'est ça? Oui, dans le cadre des études. Parce que dans le cadre de nos pays, à chaque fois que nous faisons... il y a toujours des bacs, comme ça, nous savons le bac. Donc les meilleurs dans nos pays reçoivent une certaine bourse. Et parmi les bourses, moi j'ai reçu la bourse pour venir en Algérie, découvrir l'Algérie. Et, tout d'abord, avant de connaître l'Algérie, je connaissais l'Algérie, mais je connaissais l'Algérie à travers le football. Mais j'ai pu découvrir beaucoup de choses à travers l'Algérie, au-delà du football, ce qui m'a permis en disant ok, en Algérie, il y a beaucoup de choses à faire. Et je suis venu en tant qu'étudiant. Et après, il y a eu l'ouverture de cette société qui est là. Il y a beaucoup de choses. Avant cela, vous avez fait des études dans quel cadre? En économie. D'accord. Je suis arrivé, j'ai fait des études dans l'économie. En quelle année vous êtes arrivé En 2018. D'accord. Année scolaire 2018-2019. C'est là où on est arrivé. Précisément le 28 novembre 2018, c'est là où je suis arrivé en Algérie. Puis j'ai commencé le cursus en 2019 parce qu'avec Tizi Ouzou, l'université Moulin de Tizi Ouzou, c'est là où j'ai commencé. Donc on a commencé avec les troncs communs, économie, etc. Mais après, au fil du temps, parce qu'on a la possibilité d'échanger de spécialité, j'ai commencé à faire la spécialité finance d'entreprise. Après, finance d'entreprise, c'est là où je me suis spécialisé, licence finance d'entreprise, master finance d'entreprise. D'accord, donc les entreprises et les sociétés, c'est un peu votre dada. La même chose, M. Voilà, je rappelle que vous êtes algérienne. Oui, je suis algérienne, je suis de Tizi, de Télé-Toulouse exactement. Et j'étais étudiante en finance d'entreprise aussi, on a fait le même cursus. C'est là où j'ai rencontré Samuel, c'est à l'université. Ah, d'accord. Voilà. Dès qu'on a commencé en 2018, c'était en tronc commun, en économie. Et puis là, maintenant, on finit cette année en finance d'entreprise. Ah, donc vous n'avez pas encore fini totalement vos études, non? C'est cette année qu'on a fait master. Master et vous vous êtes décidé de vous lancer comme ça dans le monde de l'entreprise. L'idée est venue comment? Waouh, c'est génial à travers ça. L'idée est venue comment? En fait, ça a commencé, je me rappelle, c'était vers les 17h parce qu'on attendait à ce qu'on puisse continuer le cours. On était dans la salle de lecture, on était assises. Et là, on s'est regardé, on a regardé autour de nous, on s'est dit, en Algérie, il y a plusieurs nationalités confondues. On a vu, il y a des Tchadiens, mais moi je suis Burundais, il y a des Algériens, il y a des Maliens. En fait, il y a cette richesse qui est là. Et comme un de mes amis aime dire, l'Algérie ne me fait pas rencontrer seulement avec des Algériens, mais avec toute l'Afrique. Donc on a vu qu'autour de nous, il y avait toute l'Afrique. Mais on a regardé autour de nous, on a vu que malgré qu'il y a toute l'Afrique, on voit que les produits en Algérie... il y a certains produits qui viennent de l'étranger, par exemple la Turquie, etc. C'est bien. Mais on s'est dit, ça serait bien aussi, avec cette richesse des cultures qui est là, qu'il y ait aussi certaines diversités entre des produits. Et nous-mêmes, on a posé la question à d'autres personnes en disant, oui, est-ce que chez vous, il y a des produits algériens qui sont là? Ils se sont dit, non, pourtant c'est des produits de qualité. Et là, on s'est dit, non, il y a un problème. Donc, il faut que... De qualité, de moindre prix, par rapport à ceux qui viennent de l'Europe. Exactement, parce que nous le savons tous, on s'est dit, c'est des produits de qualité. On aimerait bien que dans nos pays aussi, moi je parle du Burundi par exemple, j'aimerais bien que les produits algériens puissent arriver au Burundi. C'est là où on s'est dit non, il y a un besoin qui est là, il faut que nous valorisons ça, il faut que les produits algériens puissent quitter l'Algérie pour atteindre d'autres pays. C'est ça en fait, c'était le résultat de rencontres de deux cultures.
algérienne et burundaise. Ça a commencé de là et puis on a vu les failles qui existaient sur le marché algérien et d'ailleurs même sur leur marché parce qu'à chaque fois quand il était en train de découvrir la culture algérienne et tous les produits qu'on a en Algérie, il me disait toujours mais vous avez ce produit mais chez nous on ne le trouve pas. Alors pourquoi il n'y a pas ça nourrit un peu l'idée. Ça. Et quand on a eu une idée comme ça, l'esprit d'entrepreneuriat en Afrique, est-ce on a vraiment cet esprit ou on a toujours des réticences, on a des craintes, on se dit ça peut peut-être ne pas marcher. Vous avez décidé de vous jeter à l'eau comme ça directement ou vous avez hésité un peu? Oui, pour répondre à ça, nous avons une phrase mythique qu'on aime dire, c'est-à-dire que ce sont les rêves les plus forts qui peuvent changer le cours du destin. Et c'est les rêves les plus forts qui changent le cours du destin. Là, on s'est dit, il y a un besoin. Si on ne le fait pas, qui le fera à notre place? C'est pas possible. En tant que jeunes en Afrique, parce que nous, nous activons plus dans les côtés aussi avec, par exemple, le Parlement africain de la société civile, il y a beaucoup de choses que nous faisons. Et à travers ça, on s'est dit, en tant que jeunesse africain, si on ne prend pas nos responsabilités, on s'est dit, il y a un problème sur ça. Si on ne valorise pas nos produits, qui va les valoriser à notre place? C'est pas possible. C'est là où on s'est dit, il faut commencer. C'est vrai qu'au début, imaginez, aux alentours, vous êtes des étudiants, etc. Vous voyez même les différents nationalités en disant, on va ouvrir une société, c'est dans le côté interchange, etc. C'est bien, courage, mais comment vous allez faire? Tout le monde se pose la question. Comment vous allez faire ça? Et on a toujours tendance à penser que pour lancer son entreprise, c'est avant tout une question de sous. C'est pas forcément ça, hein. Ce qui compte le plus, c'est peut-être l'idée. Oui, bien sûr, c'est l'idée, et puis on peut commencer avec ce qu'on a. Et surtout dans le domaine des services et tout, ça ne demande pas grand-chose. Et les gens ont tendance à avoir peur de se lancer dans un domaine qu'ils ne connaissent pas vraiment. Mais nous, on a eu ce courage, si je peux dire ça, de se lancer, même si les gens autour de nous, ils nous disaient « Ouais, mais ça va prendre du temps, surtout que Samuel, c'est un étranger, et en Algérie, c'est un peu compliqué, mais au-delà de tout ça, il faut persévérer. » Surtout si le rêve est partagé. Comme elle a pu le dire, en fait, c'est ça la base en disant, vous avez parlé d'idées, en fait, c'est ça en Afrique, on doit comprendre ça. En fait, lorsqu'on découvre dans la société, il y a un besoin qui est là, il y a une idée qui est là. C'est vrai, il y a toujours des montagnes à gravir. C'est pas du jour au lendemain, il y a toujours des montagnes à gravir. On n'a jamais rien sans rien. Et à travers ça, nous, on s'est dit, il y a ce besoin. Au-delà de tout ce qu'on peut nous dire, on a vu ce besoin et nous, notre fierté, c'est de voir ces produits arriver dans notre pays et même voir que certaines matières premières qui sont dans notre pays puissent arriver ici. C'est qui va encore réduire les marges sur les produits. C'est qui va faire ensuite... Parce que, imaginez, on parle de l'affaire en Afrique, mais on a des produits de qualité. On aimerait bien que ces produits puissent arriver à l'autre part. Donc, et là, ça dépend de la volonté des peuples africains en disant, nous voyons qu'il y a ça. Mais si nous avons cette volonté, elle a parlé de la chaîne de culture, je suis burundais, elle est algérienne. Et vous voyez que c'est deux nationalités qui collaborent pour le développement d'un continent, disons, parce que nous voulons ça. Et autour de nous, il y a aussi d'autres étudiants, normalement, qui ont dit, waouh, oui, nous aimerions aussi que ces produits puissent arriver dans notre pays, etc. Donc, ça dépend de la volonté des gens et surtout du travail. Il faut parler du travail, c'est ça. Et ne jamais abandonner. Toujours foncer. Le travail finit toujours par payer. Exactement. Vous aviez parlé des démarches, c'était laborieux au départ pour lancer cette société? Oui, en fait, on a eu l'idée... Dès qu'on s'est rencontrés en 2018, c'est là où on a commencé à parler, à découvrir aussi la culture algérienne. C'est Samuel qui découvrit ça. Et puis, on a commencé les démarches en 2019. Et ça a pris un peu de temps. On a concrétisé tous les papiers et les démarches en 2022. Donc, c'est en 2022 que c'est devenu une société légale. Quelles sont les contraintes quand on veut lancer comme ça une entreprise ou une société? C'est plus d'ordre bureaucratique? Oui, c'est par rapport au papier. Même si l'Algérie fait tout pour lutter justement contre cette bureaucratie qui freine un peu les jeunes dans leur démarche. Oui, mais maintenant, je peux dire que c'est allégé un peu par rapport à quand on avait commencé en 2019. C'était encore plus compliqué que maintenant. Très bien. Alors, on va expliquer la chose.
je suis un investisseur algérien, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de partir au Burundi. Ouais. Donc c'est ce que vous me proposez. Au lieu de me déplacer, au lieu de perdre du temps, et peut-être il se pourrait que je ne tape pas à la bonne porte, vous allez faire ce travail pour moi, vous allez faire les démarches, vous allez me dire quelles sont les meilleures contraintes dans lesquelles je peux investir. C'est un peu ça, et inversement, pour les investisseurs africains qui viennent venir en Algérie. Oui, bien sûr. En fait, c'est ça. En fait, c'est ça qui est là. C'est-à-dire qu'un investisseur algérien, il aimerait bien que ces produits aussi puissent atteindre d'autres pays d'Afrique. Mais à travers ça, nous savons, il y a le manque de confiance, on ne sait pas, il y a l'inconnu qui est là, etc. Ouais. Surtout qu'en Afrique, on n'a pas développé ce côté où partager avec ses voisins les plus proches. Parce qu'on regardait toujours, on avait vu une statistique qui disait, vous savez que les échanges dans les pays africains sont évalués à 16%. Vous voyez, c'est minime. Ouais. Parce qu'on n'a pas développé ce côté, regardez, je peux commercialiser avec l'autre qui est à côté de moi, on préfère regarder à l'Occident, etc. Ouais. Donc il y avait ce contrainte-là. C'est-à-dire que maintenant, il faut qu'il y ait des intermédiations. Pourquoi ? C'est nécessaire. Parce qu'il faut la connaissance du marché dans les pays qui est là. Par exemple, un investisseur ou une personne qui a des produits algériens, il mérite que ça puisse atteindre le Burundi. Ouais. En passant à travers nous, c'est-à-dire que nous, on a des correspondants qui travaillent sur place pour gagner des marchés pour les sociétés algériennes, etc. Mais même, par exemple, imaginez une société algérienne qui a besoin d'une matière première, on peut dire par exemple au hasard du miel, par exemple, ou je sais pas, du cacao, etc. Et pour ça, il s'est dit, j'aimerais bien avoir des produits de qualité. C'est-à-dire qu'il y a un compétition de prix. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer ? Donc, il y aura la proposition de plusieurs produits des différents pays. Et énormément, vous allez voir qu'il y a différentes qualités des prix, etc. Donc, la personne va avoir des produits de qualité, etc. Donc, il y a un travail qui est fait en amont avec des différents représentants dans différents pays, etc. La Mozambique. Et surtout, si je peux rajouter quelque chose à ça, c'est qu'on travaille avec des institutions diplomatiques qui sont en Algérie. Oui, j'allais en arriver, mais avant cela, vous avez parlé de représentants, donc vous avez un réseau. C'est un réseau qui est assez développé ou vous le développez au fur et à mesure? Oui, vous avez choisi, vous avez commencé avec quelques pays, vous vous dites on va le développer avec le temps, c'est ça? Oui, bien sûr, ça commence toujours comme ça, on commence toujours petit. Vous êtes par exemple, vous êtes présent sur combien de pays? Là, il y a le Burundi, il y a le Niger, il y a la Mozambique aussi, Centrafrique, Cameroun, bientôt. Angola, oui. Vous faites comment? Vous contactez les gens comment? C'est des gens que vous connaissez ici ou? C'est ça, en fait, c'est là où on dit, quand vous savez, quand on a commencé, on n'avait pas ce réseau. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que parce qu'on rencontre dans notre milieu, on rencontre beaucoup de personnes qui sont intéressées par ce que nous faisons en disant, OK, moi je suis du Burundi. Oh, vous voulez proposer à ce que certaines matières premières du Burundi puissent atteindre l'Algérie ou bien que nous puissions... Oui, ils sont intéressés en disant, OK, nous allons faire des conventions avec vous. C'est à travers ça. En fait... du fil à l'oreille et autour aussi de la médiation. Merci à tous les médias qui aident aussi la jeunesse en disant vous faites la promotion de la jeunesse africaine. C'est là où ils découvrent en disant OK, nous aimerions bien travailler avec vous. C'est à travers ça. Donc, ça a pris un peu de temps parce que, quand on a pu dire dès 2018 jusqu'à maintenant 2023, ça a pris un peu de temps. Mais à travers ça, on a pu créer ces réseaux qui est bien développé. L'Angola, Mozambique, Niger, Centrafrique, le Burundi, je pense que j'ai oublié. Bientôt le Cameroun, Madagascar, oui. Ce qui fait ça en disant, c'est des acteurs qui sont là en disant bien, oui, il y a cette synergie. Surtout aussi, ce qui intrigue les gens, c'est-à-dire que comment vous avez pensé à ça? Vous êtes jeune. Il y a tant longtemps qu'on aimerait avoir fait ça. Pourquoi vous avez pensé à ça? Et à travers l'histoire aussi, c'est l'histoire qui les touche à qui en disant on a découvert un pays qui ressemble toute l'Afrique. Et à travers ça, on a vu qu'on a des richesses. Et c'est à nous, en tant que jeunes Africains, de développer cette richesse. Et les gens sont intrigués. Et les gens, après, au fil du temps, etc. Et aussi avec les aides des autorités, etc. Justement, elle en parlait tout à l'heure. Le rôle des ambassades, elle vous facilite un peu ce travail-là? Bien sûr. Vous les contactez, ces représentations diplomatiques, elles jouent le jeu, elles vous font confiance parce que vous êtes jeune, vous débarquez, on ne vous connaît pas, vous n'avez même pas fini vos études.
comment ça se passe? Oui, du premier regard comme ça, on peut dire qu'ils ont un peu peur, mais après, dès qu'on finit la séance de travail, ils voient que c'est... Je reconnais une chose, vous avez une force de persuasion incroyable. Hein. Vous arrivez à convaincre les gens. Moi, vous m'avez convaincu, c'est pour ça que je me suis dit, on va leur offrir cette tribune pour pouvoir défendre leur projet. Et donc, ça se passe... Oui, mais dès qu'on finit la séance de travail, ils sont déjà partants avec nous, ils nous encouragent et surtout, ils nous facilitent aussi les démarches côté papier. Ils nous mettent en contact avec les chefs d'entreprise de leur pays et ils font beaucoup de choses pour nous. Oui. Donc, ça facilite beaucoup de choses, les ambassades en Algérie. Un exemple concret. Imaginez, vous parlez du premier regard. Quand on arrive, en fait, parce qu'il y a toujours des demandes d'audience, etc. Ouais. Lorsqu'il y a la demande d'audience pour voir l'ambassadeur, en fait, l'ambassadeur s'attend toujours à voir un vieux, etc., avec, vous voyez, bien rempli, etc. Mais ça a changé. Lorsqu'il nous accueille, le premier regard était du genre, waouh! Et la première des choses, c'est comment vous avez pensé à ça? D'où est venue l'idée? Il s'asseye avec nous. Ils nous écoutent, c'est là où on peut dire, en fait, il y a cet éveil en Afrique et cette volonté des autorités de partout dans le monde de voir les choses changer. Ils nous écoutent en disant, OK, comment, il y a toujours le côté, je veux savoir comment vous avez pensé à ça et toute l'histoire. Mais après, c'est lui qui devient même un mentor en quelque sorte. Pourquoi? Ils adhèrent directement à l'idée. Et puis, ils développent même la chose en disant, il y aura telles activités bientôt, etc. Il y aura des acteurs qui vont venir. Nous allons vous mettre en contact avec tels acteurs et on va vous mettre aussi en contact avec certaines des institutions aussi dans différents pays en disant, maintenant, pour développer ces réseaux, parce que c'est ça que nous avons besoin de ça. Nous voulons qu'il y ait ces synergies. Et si vous amenez quelque chose de comme ça... Surtout, vous êtes la relève, c'est ce qu'ils disent toujours. Vous êtes la relève, vous les jeunes, vous allez prendre nos places. Donc, il faut vraiment... vous représentez l'avenir de l'Afrique. Depuis que vous avez commencé justement à travailler dans le domaine, vous avez réalisé ce que vous pensiez pouvoir faire ou un peu plus, un peu moins par rapport à vos espérances? Waouh, ça c'est une question, ça me touche à cœur. Pourquoi? Je vous le jure, c'est au-delà de nos espérances. Parce que nous, quand on a commencé, on se disait, on commence et tout, mais quand on va terminer nos études, c'est là on va encore plus développer. Mais les choses se sont accélérées à un point où les gens nous ont fait confiance, etc. Je vous montre un exemple concret. D'ici le 24 juillet de ce mois, il y aura une rencontre des acteurs algériennes avec des acteurs malgaches au niveau de l'ambassade de Madagascar. Nous organisons ça. Imaginez, ça a pris des ampleurs qu'au-delà de nos espérances. C'est-à-dire que c'est là où on a dit les autorités sont devenues nos mentors. Parce qu'avec le projet des jeunes qui étaient là, ils ont pris ce projet des jeunes, ils l'ont fructifié, nous ont accompagnés, nous ont créé des synergies incroyables à tel point que c'est au-delà de nos espérances. J'espère que vous n'allez pas pour autant oublier vos études, parce qu'il faut avoir le diplôme, bien sûr. Et vous avez peut-être un avantage quand on parle des jeunes, c'est ces nouvelles technologies de l'information et de la communication, ces réseaux sociaux. Ça vous aide beaucoup dans peut-être la création de ce réseau dont vous avez besoin ou... Oui, la communication, c'est important, surtout de nos jours. Là, maintenant, tout est sur les réseaux, tout est sur Internet. Donc, on est en train de développer aussi une plateforme où relier tous les investisseurs en Afrique. Donc, ça, c'est important. Et du coup, comme les médias et Internet aussi, les réseaux sociaux, c'est important pour la communication, pour tout le monde, je crois. Pas seulement pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers, même pour les artisans, tout ce qui compte. Même si une personne fait un petit quelque chose, c'est important pour lui, pour le marketing, etc. Donc, on ne peut pas s'en passer. Juste pour appuyer ce qu'elle dit, il y a une plateforme qui est en train de développer. Justement. La plateforme d'ici... pour que les gens sachent, ceux qui veulent vous contacter, comment faire. Exactement. En fait, c'est pour encore améliorer la portée des réseaux sociaux, etc. C'est pour encore apporter le plus. C'est-à-dire que peu importe la société, peu importe la société qui est, donc il va pouvoir s'inscrire sur la plateforme. Cette plateforme, ça va permettre à ce que, imaginez, ça devient directement global, c'est-à-dire que peu importe la matière première qu'il cherche, ou peu importe le pays où il veut que son produit puisse atteindre, donc ça devient plus facile de nous atteindre, et non seulement de permettre à ce que cette synergie avec des acteurs dans d'autres pays, ça soit plus facile et plus rapide. Donc un peu accélérer la chose, parce qu'on s'est rendu compte que actuellement, c'est le monde aussi de la technologie, il faut utiliser la technologie pour faciliter encore cette synergie entre les sociétés.
Ouais. Quels sont les principaux freins auxquels vous faites face au quotidien et qu'est-ce que vous souhaiteriez pour qu'on vous facilite un peu plus la tâche? Bon, tous les acteurs économiques rencontrent des risques, surtout les risques qu'on rencontre tous les jours. Ouais. Parce que quand on se lance dans une affaire, surtout dans tout un continent, c'est un peu grand, c'est 45 pays. Donc vrai. Et le marché africain n'est pas très connu. Oui, c'est ça. Ouais. C'est les risques, je dirais, liés à ça beaucoup plus. C'est les risques qu'on rencontre dans d'autres pays. Mais grâce aux institutions diplomatiques, c'est plus léger. C'est plus léger pour nous. Qu'est-ce qu'on peut, parce qu'on arrive pratiquement à la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter vous deux et à l'entreprise d'une manière générale, à cette société? Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de quoi? Elle a besoin de tout un chacun d'entre nous parce que c'est pas juste un projet de deux jeunes, etc. Non, c'est une société qui œuvre pour que en Afrique, on puisse être unis. Moi, j'aimerais rendre hommage à l'un de pères de la Révolution, etc. L'Algérie est la mecque des révolutions. Ouais. Mais j'aimerais aussi rendre hommage à l'un des pères des révolutions. Kwame Nkrumah, il avait dit « Africa must be united ». C'est-à-dire que l'Afrique doit être unie. Maintenant, à travers aussi les différents aspects économiques, il faut que l'Afrique soit unie. Maintenant, les acteurs, venez enregistrer, vous travaillez avec nous pour que nous puissions permettre à ce que ces acteurs puissent faire en sorte que les produits puissent atteindre d'autres pays d'Afrique et même des autres pays d'Afrique, que vous découvrez ces gens-là, qu'il y ait ces synergies. Maintenant, que nous puissions changer ces statistiques qu'on a dit au début, 16% d'échanges en Afrique, c'est pas possible. On a des produits de qualité. Il faut que nous changeons ça. C'est un continent très riche. C'est un continent très riche. Comme Nkrumah aussi a dit, l'Afrique n'a que ses enfants. Donc si les Africains se serrent les coudes, je crois qu'il n'y a pas aussi de difficultés, plus de difficultés à relever. Puisque si on est ensemble, si on est unis, ça sera plus facile. En tout cas, je suis sûr que l'avenir ne peut être que radieux avec des jeunes comme vous. Si vous deviez conclure le dernier mot. Africa must be united. Et l'Afrique n'a que ses enfants, donc nous devons travailler main dans la main. Et tous ensemble, on va réussir. Tous ensemble, on va réussir. Et aussi l'agenda de l'Union africaine 2063 dit quoi? L'Afrique que nous voulons, c'est à nous de la faire. Très belle conclusion. Merci à vous. Longue vie à votre amitié d'abord, entre l'Algérie et le Burundi. Vous êtes un parfait exemple. Et puis, longue vie à votre société. Vous reviendrez peut-être dans quelques temps nous parler de l'évolution des choses par rapport à votre société. Merci beaucoup d'être venu, surtout pour ce dernier numéro d'Afrique Mag. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous avoir supportés durant cette première saison. J'espère que nous avons été à la hauteur. En tout cas, on a tout fait pour. Sinon, s'il y a des choses à corriger, nous essayerons de les corriger pour les saisons prochaines. Je vous dis, passez de bonnes vacances et de belles vacances. D'ici là, je vous dis salam.